Bonjour Jérémy. Bonjour Tim. Merci d'être venu sur le plateau Mindset le Média. Merci à toi de m'avoir invité. Je t'en prie, on va commencer par la première question. Jérémy, est-ce que tu peux te présenter ? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Jérémy Sebag, j'ai 43 ans dans 10 jours. J'ai 3 enfants, mariés évidemment. Ok. Et je suis chef d'entreprise d'un groupe qui s'appelle SPV Assurance. Ok, super. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as fait un petit peu de ta vie ou ta carrière avant SPV Assurance ? Bien sûr. Alors, j'ai créé SPV Assurance en 2010. Donc, ok. Ça paraît loin déjà, Ouais. presque 14 ans. Ouais. On va fêter d'ailleurs nos 15 ans l'année prochaine. Ok. Mais ma carrière, elle n'a pas démarré là, puisque j'ai commencé à travailler à 19 ans en apprentissage. D'accord. Dans le secteur de l'assurance. Déjà. Chez des confrères. Ok. Plutôt courtage d'ailleurs, plutôt même grand courtage. Ok. Et donc en apprentissage, j'ai appris le métier sur le tard et j'ai fait 10 années de salariat. D'accord. Où j'ai clairement appris beaucoup. Et je trouve qu'avant de monter sa boîte, c'est quand même mieux en fait d'apprendre le métier et puis de se faire un réseau. Oui. Et quand le moment est venu pour moi donc, de m'installer, parce que comme beaucoup d'entrepreneurs qui ont dû probablement beaucoup te le dire à ce micro, en fait, être entrepreneur, je pense que c'est un peu dans les gènes. Oui. Et ça se ressent de l'intérieur. Et comme tous les autres, j'ai senti que c'était mon tour et donc j'ai créé ma boîte. Et justement, c'était quoi le déclencheur ? Alors, encore une fois, je pense que la volonté qui était la mienne, c'était d'abord une volonté animée par l'envie de faire bouger les lignes dans un secteur. Celui que moi, en tout cas, j'affectionnais puisque c'était celui qui m'a quasiment tout appris, puisque j'ai fait que ça. Ok. J'ai aussi une forme d'hérédité, mais ça, on pourra peut-être en parler un peu après. Ok. Et la réalité, c'est que j'avais envie d'aller plus loin dans le courtage par rapport à tout ce que j'avais vu et appris. Et j'avais envie tout simplement de faire bouger les lignes et en particulier sur les sujets de la digitalisation du métier. Ok. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, tu peux donner une définition simple du courtage en assurance parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas bien le secteur de l'assurance. Bien sûr. Alors, le courtage, d'abord, il faut comprendre qu'il est protéiforme. D'accord. Il a plusieurs formes. Oui. Nous-mêmes, en fait, avant d'être aujourd'hui le courtier grossiste, qui est une des formes qui nous caractérise, on a été un courtier différent. On a même été un courtier conseil classique, puisque la base, en fait, si on doit reprendre la définition de ce que c'est qu'un courtier, c'est un conseil pour le client, qui est vraiment à être mis en différence d'un agent général où il conseille évidemment le client, mais lui, il ne travaille que pour une compagnie d'assurance que vous pouvez voir dans les rues, que ce soit Allianz, AXA, etc. Tout à fait. Voilà, le courtier, lui, pour le coup, il n'est pas mandaté. Il n'est pas mandant d'une compagnie, il est mandaté par son client, c'est un peu comme son avocat, et il peut travailler avec toutes les compagnies d'assurance. Et l'objectif, c'est de trouver le meilleur produit adapté aux besoins de son client, qu'il soit particulier ou entreprise. D'accord, donc plutôt du côté du client et dans les intérêts du client pour trouver la meilleure... Les deux, l'agent général, le courtier ou le salarié, l'objectif, c'est d'avoir le meilleur devoir de conseil, évidemment, ça c'est la base, mais le métier est un peu différent, c'est-à-dire que l'agent général travaille avec une seule compagnie, le courtier travaille avec tout le marché. C'est un vrai commerçant quand l'autre est plutôt profession libérale. Je comprends. Voilà, c'est un peu différent. Et dans ce métier de courtier en assurance, après, il y a encore une fois, comme je le disais, c'est protéiforme, il y a plusieurs styles de courtier. Alors nous, de par notre historique et de par notre vision qu'on avait du métier et la volonté avec mon associé Cédric Pironneau, qu'on pourra évoquer tout à l'heure bien aussi, sûr. parce que c'est l'histoire de notre vie professionnelle, en tout cas, notre association. Il s'avère qu'on a voulu monter un groupe d'assurance dans une verticale qui nous paraissait être la plus intéressante, en tout cas pour disrupter justement le marché. Et on a pris cette voie de courtier grossiste en assurance. D'accord, ok, très bien, merci beaucoup. Alors, merci pour cette présentation. Je vais commencer par la première question classique. Quelle est ta définition du mindset, Jérémy ? Alors, il y a une définition évidemment générale. Après, moi, je vais te donner la mienne. Alors oui, la définition pour toi, qu'est-ce que le mindset selon Jérémy ? Et ensuite, quel est le mindset de Jérémy ? Alors, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Moi, j'ai un mindset d'entrepreneur. Ok.
Ok, et donc en fait mon mindset ensuite, celui de Jérémy, et donc la conduite de ce que je fais au quotidien et de ce qui guide mes actions en tant que chef d'entreprise découle donc de ce mindset d'entrepreneur. Oui. Parce qu'il faut faire une distinction. Il y a des chefs d'entreprise qui ne sont pas des entrepreneurs. Tout à fait. Voilà. Et on n'est pas non plus entrepreneur. On peut avoir des prédispositions, oui. Mais on n'est pas entrepreneur. Donc, en fait, moi, mon mindset au quotidien, c'est d'abord d'être animé par de l'engagement. Oui. Donc, je suis un entrepreneur engagé. Je suis aussi un entrepreneur... Engagé, ça veut dire beaucoup de choses. Tu peux clarifier un peu? C'est quoi? C'est engagé, tu lâches rien? T'es passionné? Alors, j'allais y venir. En fait, je suis engagé et passionné par mon secteur. Okay. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur, mais parfois, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ok. En revanche, je connais beaucoup de gens qui sont dans le secteur, qui sont rentrés sans savoir pourquoi, mais qui, au final, ne le quittent jamais. Ok. Et donc, si tu veux, c'est aussi pour ça que je suis passionné par le secteur, c'est parce qu'il est passionnant. Ok. Donc, mais c'est important, c'est-à-dire que tu peux pas en fait rester, t'engager, essayer de voir les choses évoluer si tu travailles pas avec passion, voilà, et engagement. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, je pense que en tant qu'entrepreneur, une des caractéristiques qu'on doit avoir, c'est qu'il faut aussi avoir un mindset assez résilient. Voilà. Okay. Parce que la vie d'une entreprise, en fait, une grosse partie des gens voient que la partie immergée de l'iceberg, bien où sûr. Tout va bien, c'est successful, c'est fulgurant, etc. Mais en fait, la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est que quand tu te lèves le matin, d'abord, personne à la base est là pour t'aider. Oui. Tu vas chercher tout ce que tu construis. Oui. Et ça se passe pas toujours comme tu veux. Voilà. Et donc ça, en fait, les chefs d'entreprise sont d'ailleurs très souvent seuls. C'est vrai. Il faut le rappeler, mais je pense que ça, tu l'as dû l'entendre plusieurs fois oui. à l'occasion de ce podcast. Mais la vérité, c'est que voilà, il faut faire preuve de résilience. Et moi, ça fait partie de mon mindset pour d'abord être un chef d'entreprise, j'espère, de qualité, un entrepreneur engagé, oui. et qui aussi incarne, on va dire, le succès que nous, on observe de l'entreprise, parce que c'est aussi ça qui motive les équipes qui travaillent autour de toi, et un entrepreneur et un chef d'entreprise n'est rien sans ses équipes. Oui, oui. Donc, si je résume, ta personnalité et ton mindset, tu es passionné, tu es engagé, tu es résilient et tu adores ton secteur d'activité et tu n'y es pas arrivé par hasard. C'est bien ça? Alors, je n'ai pas réussi par hasard, mais j'y suis pas arrivé par hasard. D'accord. Alors, et c'est pour ça que je fais la boucle avec l'hérédité. Ouais. En fait, je suis fils, petit-fils et neveu d'agent général. Donc, je connais parfaitement le métier puisque j'ai baigné dedans. Ok. Néanmoins, on n'a pas du tout connu le même destin entre ma famille et mon propre parcours. Oui. Parce qu'ils sont restés, on va dire, des très bons professionnels, mais plutôt, on va dire, de quartier. Ok. Donc, dans le tissu économique local dans lequel ils opéraient. Et moi, j'ai plutôt monté un groupe de courtage en assurance avec une verticale donc, très marquée sur l'industrie. Hein. Donc, le grossiste, en fait, c'est un industriel qui fait plusieurs métiers au sein donc, de son entreprise, mais qui reste quand même assez industriel. Et voilà, ils étaient seuls. J'ai 650 collaborateurs. Donc c'est pas pareil. Très, très clair. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, tu n'as pas monté SPV seul. Donc, c'est un mariage, c'est un duo avec Cédric que j'ai rencontré. Comment tu définirais son mindset à Cédric et votre complémentarité, justement? Alors, son mindset, moi, je vais te donner la définition que je perçois de lui. Après, peut-être que lui, il aurait une définition qui est un peu autre parce que c'est toujours plus facile, en fait, de parler de soi. Bien sûr. Cédric, c'est quelqu'un de formidable. C'est quelqu'un, en fait, que je connaissais peu quand on s'est associés. C'était pas un ami, on n'était pas dans les mêmes réseaux, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même religion, on n'a pas le même âge. Donc déjà, ça fait déjà beaucoup de différences à la base. Bien sûr, mais au final, en fait, toutes ces différences nous ont rapprochés. Et aujourd'hui, si jamais l'entreprise fonctionne toujours aussi bien après 14 ans, parce que je dis 14 ans, c'est long quand même. C'est long, bien sûr. C'est parce que nous avons cette complémentarité absolument pure et parfaite qui fait que nous avons réussi le fameux vivre ensemble. Oui, je comprends. Et en parallèle de ça, ce qu'il faut aussi entendre, c'est que c'est quelqu'un, moi, qui m'a tout de suite plu. Si on doit aller sur le sujet et le thème du mindset, parce qu'en fait, il a un mindset qui est pas tellement éloigné du mien, il est très résilient,
il est assez engagé, assez humaniste même dans ses valeurs. Mais il a quelque chose qui m'a tout de suite plu, c'est qu'il est très culotté. Voilà. Okay. On pourrait penser, pour les gens qui me connaissent un peu mal, que je suis plus culotté que lui, mais en vérité, c'est plutôt une particularité que je lui accorderais bien volontiers, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui fonce, qui au final est très poli, très cordial, mais qui ose beaucoup plus que moi. D'accord. Et ça m'a plu. Je comprends très bien. Alors, qui fait quoi dans le tandem? Ça a beaucoup évolué. D'accord. Au démarrage, j'avoue que j'étais beaucoup plus dans la stratégie et dans les concepts. Ouais. Lui, il était beaucoup plus dans l'action et l'opérationnalité de verticale qu'on avait démarré. Oui. Et puis au fur et à mesure en fait de l'évolution du groupe, parce qu'on a vécu énormément de phases en 14 ans comme tu peux l'imaginer, les choses en fait se sont parfois un peu resserrées et aujourd'hui on est vraiment aligné sur la stratégie et sur on fait ce qui nous plaît en fait, surtout. Voilà. Mais au démarrage, Cédric était vraiment sur des métiers opérationnels sur lesquels j'intervenais assez peu et je construisais d'autres verticales à côté et on se rejoignait sur la stratégie. D'accord. Mais donc il n'y a pas le gestionnaire d'un côté et le sales de l'autre. C'était un peu ça. C'était un peu ça, voilà. Quand je disais, lui était plutôt sales. Je sais vendre, hein, mais lui justement avec ce côté assez culotté, puis il avait 10 ans de plus que moi. Donc il était dans des réseaux. Moi quand on a démarré, j'ai créé la boîte, j'avais 29 ans, lui il avait déjà 40 ans. D'accord. Donc il était déjà plutôt bien connecté, il avait déjà des amis qui avaient des boîtes, qui avaient déjà pas mal réussi, donc c'était beaucoup plus facile pour lui, on va dire, de pouvoir vendre une boîte qui était naissante sans track record que moi qui était plutôt, on va dire, dans des montages plutôt conceptuels. Je comprends. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous associer? Parce qu'une association, c'est comme un mariage, hein. Exactement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je dis qu'on est quasiment un couple, pour ainsi dire. Mais parce que c'est une décision lourde de conséquences. Qu'est-ce qui vous a fait dire on y va? Ensemble, hein, je parle pas de monter la boîte, mais pourquoi lui, enfin, à un moment, on décide, on y va. Je pense que c'est parce qu'on se connaissait pas, en fait. Sincèrement, quand tu connais trop une personne, tu connais trop ses qualités et tu connais trop ses défauts. Donc forcément, il y a plein de trucs qui vont te dire, j'ai envie d'y aller, mais il y a aussi plein de trucs qui vont te dire, ah, ça va me saouler. Ouais. Et je pense que c'est parce qu'on se connaissait pas et que lui est un fonceur et qu'en vérité, moi aussi, mais lui, il est plutôt fonceur téméraire. Moi, au final, je calcule quand même un peu mes risques, ou en tout cas je réfléchis, je dis pas qu'il réfléchit pas, mais je réfléchis parce que j'avais d'autres opportunités par ailleurs, et je me suis dit, c'est le bon tempo, c'est la bonne personne, je le connaissais un peu d'avant, et en même temps, voilà. L'audace d'y aller. C'est l'audace d'y aller. L'audace d'y aller en se disant on pense que ça a marché, on le sent et on y va. On avait une vision commune. On avait une vision commune de monter un groupe en assurance. Voilà. Avec aucune certitude, mais beaucoup de conviction. Ça fait partie aussi de mon mindset qu'on pourra évoquer après. Qu'on pourrait y arriver. Alors, puisque tu me tends une perche sur tes convictions, sur vos convictions, c'était quoi à l'époque ? La conviction qu'on avait, c'est qu'il y avait de la place pour un courtier grossiste qui allait probablement digitaliser différemment, parce qu'il y avait déjà des courtiers qui avaient digitalisé, on va dire, la chaîne de valeur, mais qui allaient digitaliser différemment le métier sur les années à venir. Et ça, c'est un argument et l'ADN aujourd'hui de la construction de notre entreprise qui n'a jamais bougé, qui n'a jamais changé et qui ne fait que s'accélérer. D'accord, je comprends très bien. Alors, avant de parler de la culture d'entreprise de SPV, est-ce que tu peux nous rappeler allez, je sais pas, 2-3 minutes, les grandes étapes en 15 ans, 14 ans de vie commune pour que ceux qui nous regardent et qui nous écoutent puissent comprendre un peu les grandes étapes. Alors, peut-être pas 3 minutes, mais 5 minutes, mais parce que... Et à quel point ensuite on va parler de la culture d'entreprise, parce que c'est ce qui est important selon nous et ce qui fait qu'ensuite une entreprise marche ou marche pas. Donc il y a 14 ans, naissance, 15 ans maintenant presque, voilà, de SPV. Petite fête pour fêter ça dans des locaux, où ça ? Tu veux dire les 15 ans ? Ouais. Non, il y a 15 ans.
Il y a 15 ans. Chez toi, dans un bureau? D'abord, j'ai démarré seul. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Cédric, en fait, il était associé avec moi, mais en vérité, j'ai démarré seul. Il n'est pas venu tout de suite. Ok. Quand on a démarré, il avait déjà des enfants. Ouais. Il était marié. Moi, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfants. D'accord. J'avais 29 ans. Je suis parti de chez Grâce à Voix parce que c'était un de mes employeurs pendant 5 ans. Je gagnais 2000 balles par mois au chômage. Ouais. En fait, notre histoire, c'est ça. Hein. À un moment donné, j'ai pris tous les risques et j'ai accepté d'aller acheter un petit portefeuille, donc en association avec lui, on s'était mis d'accord, bien entendu, hein, pas grand-chose, à peu près 50 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord. Voilà. Ça ne me permettait pas de me payer, hein, clairement, mais bon, j'avais cette protection de chômage et donc ça, c'est un dispositif d'ailleurs qui existe toujours aujourd'hui et qui est favorable à tous les entrepreneurs. Hein. Et c'est fantastique parce que ça permet de créer de la valeur, la preuve. Ouais. Et on a démarré dans un petit bureau qui était pas plus grand que une quinzaine de mètres carrés et qui avait vue sur une fenêtre qui avait vue sur un mur. Où ça? Dans Paris. D'accord. Dans Paris, dans le 9e arrondissement. On était en fait en sous-location. 400 € de loyer par mois. D'accord. Voilà. Voilà, j'avais un petit bureau avec mes dossiers qui étaient dans un placard que j'avais racheté. D'accord. Et je faisais le courtier avec ma mallette et j'allais voir les clients toute la journée. Super. Donc ça, c'est le démarrage. Et 3 ou 5 ans après, les étapes que tu as envie de nous raconter importantes. Les étapes sont importantes. Je vais te filer... En fait, je vais te résumer les sujets par des chiffres parce qu'en général, c'est un peu plus parlant. D'accord. Donc, Cédric m'a rejoint 1 an et demi à peu près après, quand la structure était un peu plus dense pour pouvoir... moi, je pouvais commencer à me payer, puis lui, il avait le chômage qui démarrait. Donc, en fait, on a fait des relais. Bien sûr, on a été économe. Hein, en fait, il y a beaucoup d'entreprises dans un passé pas si lointain qui, en fait, ont cramé beaucoup d'argent qu'on leur a donné. Je confirme. Et qui, aujourd'hui, sont à la rue. Nous, en fait, on a compté nos sous. Et on a essayé d'avoir, on va dire, une bonne gestion de l'entreprise parce que de toute façon, on n'avait pas le choix. Bien sûr. Et donc, je vais te résumer les étapes de l'entreprise et après, on pourra apporter du détail par les chiffres. Donc, premier exercice, 150 000 euros. Après les 50 000 euros d'acheter. Le deuxième, 250 000 euros. Le troisième, à peu près 1 million d'euros. Le quatrième, à peu près 2 millions d'euros. Wow. Le cinquième, à peu près 5 millions d'euros. Wow. Le sixième, à peu près 11 millions d'euros. Le septième, à peu près 24 millions d'euros. Et après, le 8e, on va dire 49 millions d'euros. Incroyable. Voilà. Et après, on a racheté des boîtes, on a fait des LBO. Et voilà. C'est votre ADN, c'est l'audace, la croissance. Mais comment tu fais pour doubler tous les ans? C'est quoi la recette? D'abord, c'est le travail. Ouais. Parce qu'en fait, il n'y a pas de réussite sans travail. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, je pense que ça reprend aussi le mindset qui, en tout cas, moi, m'incarne. C'est l'engagement, la passion, parce que sans ça, tu n'arrives pas non plus. Et puis après, c'est tous les facteurs qui sont en fait le déroulé de décisions qu'on a prises pour en arriver là. Et parmi les décisions importantes qui nous ont guidés dès le départ, ça a été... de cette volonté assez chevillée au corps de vouloir digitaliser différemment le métier. On n'est pas connu pour être une entreprise de tech, mais on est très tech. Je comprends. Ok. Mais qu'est-ce qui fait, parce que ça paraît facile comme ça quand tu nous sors tes chiffres, mais c'est juste hallucinant. Comment, c'est quoi la vision de la digitalisation de tes outils, etc. dès le départ, d'accord, mais c'est quoi les quelques leviers ou les quelques décisions clés qui ont fait que tu réussis à faire x2 ou x3 ou à aller jusqu'à 50 millions comme ça, parce que y a eu des... Enfin, on fait 100 millions aujourd'hui. Voilà, il y a eu, c'est pour ça que je te disais de doubler. Il y a eu des croisées de chemin. Il y a eu des moments où vous avez dû prendre telle ou telle décision. C'est quoi les 2 ou 3 décisions cruciales que vous avez prises avant de parler de culture d'entreprise? Tu as raison. Je vais te résumer en fait en une décision peut-être la plus structurante pour le groupe. Et c'est aussi celle que j'ai envie de mettre en avant évidemment aujourd'hui. Je pense que la décision la plus importante, on l'a prise en 2015. D'accord. Donc 5 ans après la création de l'entreprise.
c'est quand on a décidé avec le cousin de Cédric, Jean-Marie Pironneau, qui venait de la tech, par ailleurs. C'est lui qui a créé, il n'était pas tout seul, mais c'est lui qui a créé Visual Basic, en tout cas. D'accord. Il l'a revendu ensuite à Microsoft. D'accord. Il y a longtemps maintenant. Ok. Et prenait un café chez Carrette et Cédric me le présente et je lui dis écoute, voilà, j'ai envie de créer un système d'information de compagnie d'assurance, enfin un équivalent, voilà. Pourquoi? Il me dit, je lui dis tout simplement parce qu'en fait aujourd'hui j'ai un front office, donc c'est un outil en fait qui permet un outil d'aide à la vente pour mes courtiers, mais qui ne communique pas avec un outil de back office. Et sauf que pour devenir un courtier grossiste aujourd'hui qui compte sur le marché et encore plus demain, il faut que les deux fassent papa maman. Ouais. Voilà, on était à l'époque des API, ça c'était naissant, les web services, etc. Ok. Voilà. Et si tu me crées mon back-office qui commute avec mon front-office, alors là, je deviens un courtier grossiste qui est délégataire et donc je peux jouer dans la cour des grands. Et là, je lui dis, est-ce que tu peux me faire ça? Vu qu'il était aussi taré que moi, il m'a dit, oui, je vais te le faire. Et donc, en partant de rien, on a créé notre système d'information qui nous a permis d'exister. On va dire, on a une forme de renaissance sur ce métier de courtier grossiste, de vertical courtier grossiste, qui nous a ensuite permis de devenir délégataire donc, des compagnies d'assurance. En gros, on fait quasiment tout le métier des compagnies d'assurance pour leur compte, à part porter le risque. Oui. OK. D'accord. Et on a pu devenir un courtier grossiste présent sur toute la chaîne de valeur. Et après, en fait, c'est l'essence que tu mets dans la machine pour que ça explose. Je comprends. Donc, une vraie décision avec le cousin de Cédric pour faire de la tech et intégrer le front et le back pour devenir avoir une vraie proposition de valeur un peu sans couture, comme on dit. Exactement. Et c'était ça, en fait, qui était l'idée d'origine. C'est-à-dire que quand je te disais que je voulais faire de la digitalisation autrement, la plupart de mes confrères, jusqu'à encore pour la plupart d'entre eux aujourd'hui, ne sont pas propriétaires de leur système d'information. Je comprends. Ce qui n'est pas notre cas aujourd'hui. Et c'est ce qui fait notre agilité, c'est ce qui fait notre compétitivité. Oui. Et c'est ce qui fera notre avenir. Donc, vous êtes une boîte de tech, en fait, d'une certaine façon. Aujourd'hui, c'est 80 collaborateurs qui ne font que de la tech. Sur combien? 650. Ouais. Donc, ça fait quand même un joli pourcentage. Ok, hyper intéressant. Merci beaucoup. Alors, si maintenant on parle de la culture d'entreprise, d'abord, c'est quoi ta définition à toi, Jérémy? Ce que c'est qu'une culture d'entreprise? C'est les valeurs que tu incarnes. Question rapide, réponse rapide. Les valeurs que tu incarnes, exactement. Écoute, moi, ça me va très bien comme définition. Maintenant, c'est quoi la culture d'entreprise de SPV? Alors, la culture, elle a évolué. Elle a évolué, elle évolue et elle a évolué. D'accord. D'abord, elle est, je pense, surtout portée par l'incarnation de ses fondateurs. Oui. Parce que dans notre secteur et dans notre verticale, je crois qu'on est d'ailleurs les seuls encore fondateurs à la tête de notre entreprise. Ah oui? D'accord. Chez les grossistes, en tout cas. Ok. Donc ça, c'est, je pense, très important. On incarne donc évidemment notre entreprise, notre réussite, qui s'observe par le marché. Et ensuite vient se rajouter à ça les valeurs qu'on diffuse dans l'entreprise. Voilà. Et nous, tout ce que je te dis, tout ce qui transpire de nous, tout ce que nous on est en vérité, on essaye donc de le diffuser dans l'entreprise. Donc on essaye d'avoir des collaborateurs engagés, des collaborateurs passionnés. Donc il y en a qui sont pas dans la passion, mais qui sont plus dans l'expertise, dans la technicité, dans le savoir-faire. Il y en a d'autres qui sont dans, j'ai envie de dire, alors c'est pas des valeurs là pour le coup, mais il y a des gens qui sont très innovants à la tech chez nous. Ça réfléchit tout le temps sur comment est-ce qu'on va construire les verticales de demain, comment on va apporter un maximum de services à nos clients. Et tout ça, ça fait partie globalement d'un amas de réflexion et qui constitue la culture de l'entreprise. Et il y a des valeurs sur votre site web ou sur les murs de SPV? Non, alors à l'époque, oui. Je suis un peu taquin. À l'époque, on avait affiché effectivement
C'est un peu l'équivalent de mindset, tu vois, sur le mur. Mais ça, c'est du bullshit. En fait, les valeurs de la boîte... elles doivent s'incarner par des actions concrètes. Je te dis encore une fois, ça s'incarne par la direction générale, par les fondateurs quand ils sont encore là. Ça, c'est des marqueurs très forts. Tu verras, tu n'as pas les mêmes valeurs d'entreprise. Enfin, je pense que tu le sais, quand tu as des fondateurs qui sont encore aux commandes, que quand c'est des managers qui dirigent une boîte. Mais bien sûr. Ça n'a rien à voir. Je suis d'accord. La naissance de Mindhunters il y a 5 ans, c'est un think tank sur comment le mindset du dirigeant transforme les valeurs et la culture de l'entreprise. Donc, quand les fondateurs sont encore là, ça va s'incarner encore plus facilement. C'est là où c'est plus dur. Et les gens ont peur qu'on parte, toujours. Mais oui, et c'est là où c'est plus dur dans les reprises ou même dans les boîtes familiales où tu es le fils d'eux, etc. Où quand tu vas racheter une boîte, tu vas avoir un choc de culture. Alors, alors justement, nous, là-dessus, on est très soucieux de ça. En 2020, quand on a fait le LBO, on a racheté 2 entreprises. 2 entreprises avec des fortes valeurs. Et qui étaient des valeurs propres, on va dire, à chaque entreprise. 2A Assurance, 300 collaborateurs au Maroc. Donc, c'est pas la même culture. Non. C'était un fondateur. On a racheté un fondateur qu'on a gardé, qui est aujourd'hui associé avec nous dans le groupe, qui a réinvesti une partie de son produit de cession. Et on a acheté CGRM qui appartenait à Willis, donc groupe américain, mais que Willis eux-mêmes avaient racheté à Patrick Lambert, qui a fondé l'entreprise il y a une 40aine d'années. Et ces 2 entreprises, évidemment, donc, sont complètement différentes. Il y en a une qui est au Maroc et il y en a une qui est à Dunkerque. Donc, vous voyez, nous, on est au milieu, donc on fait un peu le hub entre les deux. Mais la réalité, c'est que on a voulu préserver les valeurs de ces 2 entreprises. On a nos propres valeurs. On dit souvent qu'on a la SPV Family parce qu'ensuite, on essaye de diffuser et d'incarner, on va dire, ces valeurs par devers, donc l'entreprise que nous avons créée. Mais on essaye aussi de respecter la culture et les valeurs intrinsèques de chaque entreprise. Et alors, c'était quoi la culture de la boîte au Maroc et de celle de Dunkerque? C'est des vendeurs. Au Maroc, c'est des vendeurs. C'est des sales, quoi. Ils ont la gagne. Ils ont la gagne. Ils veulent vendre. Ils ont donc, performance, croissance. Il y a de la performance, il y a de la croissance, mais il y a aussi la volonté de bien faire. Et on est encore une fois sur une culture différente. On n'est pas sur le même pays. Donc, ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Un mot sur la culture marocaine? C'est un pays fantastique. C'est un pays fantastique. Moi, je dis très souvent que si jamais j'ai réussi, c'est aussi beaucoup grâce au Maroc. D'abord parce qu'on a beaucoup travaillé avec des courtiers qui utilisent des plateformes au Maroc. Parfois décriés et à tort d'ailleurs. Et ensuite parce que justement, on a aujourd'hui dans 650 collaborateurs, 300 collaborateurs qui tous les jours contribuent à la performance du groupe. Et c'est un pays fantastique. Je suis ravi que notre président ait été récemment au Maroc et ait pu faire donc le lien, parce que je pense que le Maroc c'est la meilleure chance de la France en Afrique en tout cas. Et il s'avère que parallèlement à ça, c'est des collaborateurs qui ne lâchent jamais rien. D'accord. Donc une résilience incroyable. Ils ont aussi une résilience. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des mères de famille. Qui se battent au quotidien, d'abord pour faire du chiffre, pour leur entreprise, pour ensuite nourrir leur famille, mais dans un souci et respect du client. D'accord. Et ça, c'est des valeurs que moi je respecte, qui sont appréciables. Et après, voilà, est-ce qu'on a réussi à les intégrer, on va dire, aussi bien que ce qu'on on a intégré une boîte française? On fait du mieux qu'on peut, mais comme on est une entreprise, un groupe plutôt aujourd'hui qui respecte aussi l'ADN des entreprises qui bossent avec nous, ça marche plutôt bien. Je comprends. Et celle de Dunkerque? Alors celle de Dunkerque, c'est complètement différent. Redis-moi le nom de l'entreprise. Ça s'appelle CGRM. Donc c'est un centre de gestion qui gère donc pour le compte de SPV des programmes d'assurance santé, prévoyance, mais qui gère aussi pour le compte de grands assureurs ou d'autres courtiers. Voilà. Et là, pour le coup, c'est une entreprise qui avait une historique longue. C'est une boîte qui a 40 ans. Et là, pour le coup, c'est très industriel, c'est très processé. Typiquement, quand nous, on a acheté cette boîte, on a beaucoup appris de cette boîte parce que, d'abord, c'est une boîte qui appartenait à des Américains. Donc, d'abord, elle a été processée avant même d'être achetée. Puis ensuite, elle a été complètement sponsorisée par une boîte américaine. Donc, ils l'ont clairement adaptée à des process américains. Et nous, quand on l'a rachetée, on leur a donné un second souffle. Ils étaient 91 collaborateurs quand on les a rachetés. Aujourd'hui, ils sont 160. Et le fondateur est toujours là ou le patron? Non. D'accord. Par contre, on l'a associé. D'accord.
on l'a associé, parce que je le connaissais personnellement, et on l'a associé à la session, et il a adoubé. D'accord. La proposition. Et c'est une entreprise donc avec des valeurs fortes et des valeurs d'expertise très fortes. Ok. C'est des gens qui ont vraiment à cœur le service aux clients. D'accord. Et qui sont très processés. Et ça nous a fait beaucoup de bien, parce que nous, on était une boîte qui a connu une croissance folle. Oui, du coup, ouais. Donc, on a beaucoup appris. Et chacun apprend de l'autre. Et il n'y a pas eu de clash? Il n'y a pas eu de clash culturel? En fait, non. Pourquoi? Parce qu'on travaillait ensemble déjà depuis 4 ans. Ok. Donc, il y a eu des fiançailles, en fait, pendant 4 ans, et ensuite un mariage qui a été un peu plus Donc, fluide. les équipes se connaissaient plus ou moins. Et quand on a été un candidat naturel au rachat, ça s'est fait de manière fluide, mais ça ne voulait pas dire que les valeurs des deux entreprises ou que les mindsets des deux entreprises étaient symétriques. Je comprends. On a appris les uns les autres et ça s'est plutôt bien passé. Je comprends. Alors, tu parlais d'incarnation de valeurs sur la culture. Maintenant, je vais te demander enfin, je vais te poser des questions concrètes sur la culture de SPV. Par exemple, comment se passe un entretien d'embauche ou comment vous faites pour recruter vos collaborateurs? Ça, c'est une première question que je peux te poser. Je peux aussi te poser une deuxième question sur, par exemple, le télétravail chez SPV. Comment ça se je peux plus gère? facilement te répondre parce que je fais plus beaucoup d'entretiens D'accord. de recrutement. Donc, est-ce que tu peux me donner des exemples de comment la culture de SPV s'incarne concrètement avec, par exemple, à travers le télétravail pour commencer sur ce sujet-là? Donc déjà, nous, le télétravail, ça fait partie de la vie de l'entreprise. Ouais. Donc nous, on a un accord, 2 jours par semaine. Ouais. Voilà. Mis en place, un peu comme tout le monde, quasiment depuis le Covid. Ouais. Il n'y avait pas de télétravail avant? Il n'y avait pas de télétravail, mais comme on est une boîte, comme je te dis, assez tech, en fait, nous, le Covid, ça ne nous a pas du tout fait mal. D'accord. En fait, c'est plutôt bien tombé. En fait, on a déménagé dans notre nouveau bâtiment au mois de janvier et on était déjà en flex office. Ok. Avec tout le monde avait un portable, tout le monde avait Teams quasiment. Et donc, quand le Covid est arrivé, on était prêt. Je comprends. C'était pas, on va dire, un sujet subi. Et après, le télétravail, vu que on n'a pas perdu en productivité et qu'on est quand même très digital, 90% de notre business se fait online. Donc, 90%? Ouais. Ok. Donc, du coup, online, pas en direct to consumer, mais en B2B2C. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, on avait cette culture de la distance. Je comprends. On vend beaucoup à distance, nous, à la base. Je comprends. Donc, on était adapté et on était une entreprise qui était prête à faire du télétravail. Voilà. Donc, on a un accord s'est trouvé et s'est négocié assez rapidement avec les collaborateurs. Mais très vite, les collaborateurs, parce que je pense que la culture d'entreprise aussi a joué, on souhaitait revenir. On souhaitait revenir parce que en fait, il fait bon vivre bien sûr. chez SPV et qu'on est vraiment en fonction des services. Alors, ça travaille beaucoup en silo avec des expertises vraiment distinctes et nombreuses, mais c'est souvent qu'ils font des apéros. On avait aussi par ailleurs un food truck dans le bâtiment avec la possibilité de tous les collaborateurs de pouvoir en fait déjeuner sur place. C'était vraiment en fait comme on va dire pas une ville quoi, mais c'était vraiment comme une famille quoi. Oui, un lieu de vie était plutôt donc en fait vous êtes plutôt carotte que bâton. Vous donnez plutôt envie avec des locaux sympas et c'est mal desservi, des apéros, etc. C'est mal desservi, mais pour autant quand on y est vraiment bien. D'accord. C'est mal desservi. Oui, vous êtes à Suresnes. On est à Suresnes, ouais. Comment viennent les gens en général? Tramway ou voiture de fonction. D'accord. Alors un autre exemple après le télétravail. Quand il y a un truc qui va pas, pour parler crûment, s'il y a une merde, comment on réagit chez vous? Est-ce que ça dépend des profils de managers. Ça dépend des profils de managers. Ça dépend des profils de managers. Aujourd'hui, on a des strates. Donc, chaque manager réagit différemment. D'accord. Tu as combien de strates dans ton management aujourd'hui? En gouvernance? Ouais. On a un management committee. Ouais. On a à peu près 5-6 personnes. Ouais. Après, on a un comité exécutif.
Là, il y a déjà 15 personnes. D'accord. Et puis après, on a des responsables de service qui ensuite opèrent avec des collaborateurs. Donc si je reformule, vous êtes quand même assez décentralisé, entre guillemets, donc les gens vont prendre leurs décisions. Nous, on n'est pas trop une boîte où chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Non, d'accord, voilà. ok. Nous, la verticalité, on est une boîte moderne, avec des dirigeants plutôt jeunes. Ouais. Mais je ne suis pas en train de dire que la verticalité du pouvoir est essentielle. Mais on est un grand groupe quand même. On a 650 collaborateurs, on paye à peu près 1,2 million d'euros de prestations par jour. On a un portefeuille de 600-650 millions d'euros pour 1 milliard à peu près de flux qui transitent par nos comptes. Donc, on a des process, on a des directions et en fait, on est assez symétrique à un assureur. D'accord. Donc, on ne peut pas se permettre d'être... De laisser un manager prendre une décision comme ça dans son coin. D'accord. Et donc, en fait, chaque manager a son tempérament. Globalement, les collaborateurs, même les managers qui travaillent chez SPV ou dans le groupe au sens large, ils font partie normalement de collaborateurs ou de managers qui ont validé l'incarnation et la stratégie qu'on représente. On est une boîte qui avance vite, qui est très agile, ça bosse beaucoup, ça délivre beaucoup, mais ça rend aussi. D'accord. Et si tu n'es pas dans ce mindset-là, si c'est pas ce que tu recherches, à la base, tu viens pas chez nous. Mais oui, parce que quand tu es en LBO, les règles du jeu sont claires aussi. En plus, ça, j'en ai pas parlé, mais en plus. Tu veux nous en dire 2 mots sur tes investisseurs, en quoi tes investisseurs ou un LBO va justement jouer un rôle sur la culture de l'entreprise ? Disons que c'est sûr que alors le principe du LBO, c'est que tu endettes ton entreprise pour créer, on va dire, du levier. Oui. Et donc une dette, ça se rembourse. Ou ça se paye. Voilà. Donc, il faut que ça marche. Si ça marche pas, tu perds ton entreprise. Non, pas forcément. Parce que tu as d'autres manières de ne pas la perdre. Et puis, d'accord. Et puis, en l'occurrence, nous, en fait, on a plutôt la culture de la gagne. Donc, on fait en sorte que ça marche tout le temps. Donc, du coup, ça veut pas dire, en revanche, qu'il faut pas que tu sois il faut que tu délivres, en gros. D'accord. Voilà, faut délivrer. Et donc, les règles du jeu, elles sont claires, quoi. Tu vas apprendre beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'expertise dans le groupe. Tu as une latitude quand même et un moyen d'action qui est assez large. Ouais. Mais il faut que tu donnes. Voilà. Et ça, c'est un jeu qui est gagnant-gagnant. Mais après, je pense que les collaborateurs chez nous, comme ils sont assez bien traités, je pense, parce qu'on n'a pas du tout de problème à recruter, on est plutôt même une entreprise assez attractive. D'accord. La réalité, c'est que il n'y a pas de jeu de poker menteur, quoi. On sait pourquoi on vient. Et à l'occasion, c'est une situation où globalement les gens prennent du plaisir à apprendre et nous on prend du plaisir à donner, à transmettre et à transmettre le savoir. Et aujourd'hui les fonds qui travaillent avec vous, est-ce que tu penses qu'ils ont un impact sur la culture de l'entreprise ? On est majoritaire encore. D'accord. Donc les fonds, ils sont minoritaires, ils font un investissement, ils attendent un retour sur investissement. Donc ils vont pas créer, vont pas impacter un peu d'une façon ou d'une autre la culture de l'entreprise. Non, il y a une pression qui clairement, si tu veux, impose un delivery, comme toute entreprise sous LBO. Mais je pense qu'une entreprise sous LBO avec des fondateurs majoritaires, tu ne la gères pas de la même manière qu'une entreprise sous LBO avec des managers minoritaires. Bien sûr. Et ça change absolument tout dans le mindset et dans la culture d'une entreprise. C'est pour ça que je dis qu'une culture d'entreprise, elle évolue en vérité. Bien sûr. Aujourd'hui, l'entreprise qu'on a créée avec Cédric, c'est une entreprise qui est fidèle à ses valeurs historiques, fidèle à ses convictions, qui a clairement, on va dire, une trajectoire et une vision sur son marché. Oui. Est-ce que demain, si jamais on n'est plus aux commandes de l'entreprise, les choses évolueront? Certainement. Forcément. Mais comme on n'a pas envie de partir, donc il n'y a pas de raison que ça bouge. Ça tombe bien. Ok, merci beaucoup. Super intéressant. Est-ce que tu as des entreprises dans le secteur de l'assurance ou ailleurs qui ont une culture que tu trouves très intéressante et inspirante, et pourquoi ? Inspirante, c'est pas en tout cas non. En revanche, intéressante, ouais.
Et puis nous, on travaille avec beaucoup de gens, Ouais. divers et variés d'ailleurs. D'accord. On travaille avec beaucoup d'insurtech. D'accord. On travaille avec beaucoup de grands assureurs. Ouais. On travaille beaucoup avec des réassureurs. Ouais. On travaille avec des courtiers de réassurance. Donc en fait, on a un panel assez large. Et on se nourrit en fait des compétences des uns et des autres. Ouais. Je prends beaucoup de plaisir à travailler avec les acteurs agiles. D'accord. Les insurtech sont très intéressantes de ce point de vue-là. Ouais. Mais on apprend beaucoup à travailler avec des très grands groupes solides qui nous font grandir. D'accord. Et c'est pour ça que tout à l'heure, en fait, je disais que nous, on peut pas être une entreprise, on va dire, en management ou assez verticale ou à plat. Parce que on a le stylo de l'assureur. En tant que courtier grossiste, on a le stylo de l'assureur. Donc, si on n'a pas cette symétrie d'organisation ou de rigueur, bah, on n'a plus le stylo de l'assureur. Ouais, je comprends. Et donc, il y a un côté un peu imposé et rassurant pour un grand groupe, hein, oui, bien sûr. dans la ressemblance qu'on doit avoir entre les deux. Et donc, a fortiori, ces grands groupes nous permettent de grandir et de mûrir et donc d'apprendre. Oui. Mais en même temps, vu qu'on est entre les deux et qu'on est très agile, on prend du plaisir à travailler avec des acteurs très intéressantes comme les insurtech du moment. Je comprends très bien. Un petit mot peut-être sur le contexte du moment. Comment tu vois 2025 dans ton secteur? Est-ce que c'est simple, brillant, compliqué et pourquoi? Comment tu vois les choses en 2025 pour ton secteur? 2025, en tout cas sur le secteur sur lequel nous on évolue, donc on est très présent sur l'assurance santé, la complémentaire santé, et en particulier des entreprises ou des personnes âgées, c'est tendu. Pour être honnête, c'est très tendu. D'accord. Tendu pour quelle raison? Parce que d'abord, l'État n'a plus d'argent. Oui. Donc, il y a un désengagement clair de la sécurité sociale sur ces marchés-là, avec un transfert de charges donc, sur les organismes complémentaires, dont nous, on dépend très clairement, parce que ce sont justement nos partenaires. Bien sûr. Et au milieu, on a un consommateur qui a vécu une inflation terrible et un pouvoir d'achat qui baisse. Et très souvent, d'ailleurs, notre clientèle, ou la clientèle de nos courtiers, que sont les personnes âgées. Et donc, on est entre les deux, entre créer des produits de qualité, mais qui répondent aux exigences donc, de rentabilité de ces grands assureurs dans un contexte tendu, techniquement, mais en même temps, tout en préservant l'équilibre économique de nos clients, parce que aujourd'hui, la santé, on ne peut pas négocier avec ça. Bien sûr. Et que ça coûte de plus en plus cher. Donc un peu entre le marteau et l'enclume, quoi. Un peu. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'être le plus innovant possible, le plus ferme possible dans nos négociations. Et parallèlement à ça, d'apporter du service en plus pour compenser les augmentations. Voilà. Nous, le service, ça passe beaucoup par la digitalisation, toujours, de nos systèmes pour automatiser, pour rendre plus accessible, on va dire, les métiers. Et voilà, ça, c'est ce que je pense en tout cas, sur ces segments de marché-là. Sur le marché de l'assurance au sens large, il y a les catnats. Les catnats, voilà, encore en Espagne, c'est dramatique ce qui s'est passé. Et je pense que les catastrophes naturelles, pour ceux qui ne sont pas dans le secteur. Les catastrophes naturelles, c'est terrible, ce qui s'est passé en Espagne. Et malheureusement, je pense que ça va continuer. Donc ça, il y a aussi tout ce pan de business qui est touché, de l'assureur jusqu'au réassureur. Donc ça, c'est sur la partie financière. Et puis après, il y a malheureusement les vies humaines et les écosystèmes qui sont bouleversés. Bien sûr. Et ça, c'est terrible aussi. Donc il faut s'adapter. Et ça, je pense que le secteur a un rôle à jouer aussi en prévention par rapport à ça. Et voilà, après, je n'ai pas envie de faire de théorie sur on va dire, la macroéconomie du secteur de l'assurance, mais en tout cas, nous, si je fais un petit focus sur le courtage, le courtage est dynamique et il est dynamique dans toutes ses formes. Et moi, j'ai tendance à penser que, en tout cas, la chaîne de valeur qu'on a choisie de courtage grossiste en assurance est la plus intéressante. Et nous, on est en train de réfléchir clairement sur la vision du coup d'après de notre modèle économique et on est très confiant. D'accord, ok. Super, super. Merci beaucoup, Jérémy. Je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu as
on va dire, un conseil, une suggestion, un point de vue à partager avec ceux qui nous écoutent et qui nous regardent? Tout dépend à 15 ans, à 14 ans, tu es ado, ta boîte est ado, après le parcours que tu as vécu, oui, quelque chose que tu as envie de partager. Ce que je peux dire, c'est qu'il faut travailler. Il n'y a pas de succès sans travail. Il ne faut jamais rien lâcher. Ça me paraît essentiel. Il faut être toujours fidèle à ses convictions. Parce que quand on croit en fait en son projet ou en ses rêves, on peut absolument tout réussir. Il y a beaucoup de gens qui se découragent, c'est difficile, c'est pour ça que je parlais de résilience. Mais il y a beaucoup de gens qui pourraient mettre des bâtons dans les roues parce qu'en fait, parfois ils ont peur, ou parfois ils sont jaloux. Mais quand on croit en soi d'abord, et c'est aussi le mal du siècle, les gens n'ont pas confiance en eux. C'est vrai. Quand on croit en soi, on peut absolument tout réussir. Et ça, c'est quelque chose que tu me donnes cette tribune, j'ai envie de dire, parce que c'est quelque chose que je pense au plus profond de moi. J'ai eu une enfance heureuse, très heureuse, mais je viens de parents qui ne sont pas nés en France. On roulait pas sur l'or, et c'est pas pour autant que je me suis pas donné les moyens de croire en mes rêves. Donc tout ça, c'est reproductible. Et il faut juste croire en soi. Merci beaucoup, Jérémy, pour cet échange. Merci à toi.